Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'une exploitation agricole comme celle-ci. Comment tu fais pour réaliser et réussir un tel projet? Beaucoup d'entre vous savent que je suis dans cette exploitation depuis pas mal de temps, que je travaille pour développer ici de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture et plein d'autres choses. Mais en réalité, beaucoup d'entre vous voudraient, à des échelles peut-être différentes, plus ou moins grandes, réaliser aussi des projets comme ceci. Donc dans cette vidéo, ce que je me propose simplement de faire, c'est de vous expliquer à peu près la base qu'il faut pouvoir réussir quand il s'agit de lancer un projet comme celui-ci. Il est évident que quand on veut lancer un projet agricole en Afrique, la première chose qu'il faut trouver, c'est un terrain. Je vais être totalement transparent avec vous. Ce terrain, je l'ai eu par hasard en réalité. Je ne l'ai pas eu parce que j'avais eu une grande stratégie agricole, pas du tout. Je l'ai eu de manière totalement hasardeuse parce que c'est une copine de ma feu mère qui vendait un espace de terrain. Et donc elle a dit à ma mère qu'elle cherchait quelqu'un pour lui vendre, qu'elle vendait des hectares de terrain. Et à l'époque, ma mère m'en a parlé comme elle me parlait de plein d'autres opportunités. Je lui ai dit oui, pourquoi pas, ça m'intéresse de toutes les façons, j'ai envie de me lancer dans l'agriculture. Donc vas-y pour prendre ce terrain-là. Et donc ça s'est vraiment fait de manière totalement fortuite. Pour vous dire, quand elle nous a vendu la première parcelle qu'on a prise ici, on avait pris au début, je pense, 1 hectare ou 2 hectares, quelque chose comme ça. Une toute petite parcelle de terrain. Et c'est juste par ajout que l'on a pris de la superficie au fur et à mesure. Parce que comme c'est un terrain familial, quand elle a vendu son terrain, une autre de ses sœurs a voulu vendre aussi, ainsi de suite, une autre sœur, ainsi de suite. Donc je suis allé en augmentant petit à petit ma superficie pour arriver aujourd'hui à la quantité de terrain qu'on a aujourd'hui. Mais avant d'acheter ce terrain, j'ai quand même validé un certain nombre de choses. La première, c'est qu'il y avait un cours d'eau. Un cours d'eau qui ne tarissait pas en saison pluvieuse. Parce que quand vous voulez faire de l'agriculture, c'est super important d'avoir un cours d'eau. Parce que le cours d'eau va vous permettre de pouvoir arroser bien évidemment vos plantes. Et il est indispensable de se rassurer que ce cours d'eau-là ne tarit pas en saison sèche. Par exemple, sur ce terrain, on a 2 grandes collines. Et on a un cours d'eau qui contourne ces collines-là. Vous allez vous rendre compte que pour la partie arrière, derrière moi là-bas, le cours d'eau qui est là-bas ne tarit pas. C'est un grand cours d'eau qui est toujours disponible, même en saison sèche. Là, maintenant, il fait par exemple bien chaud, mais le cours d'eau là-bas est énorme. Par contre, le cours d'eau derrière la colline sur laquelle on est maintenant, parce que là derrière moi c'est une autre colline, derrière la colline sur laquelle on est maintenant, à l'arrière, le cours d'eau a tari. Donc vous voyez que si quelqu'un venait pour acheter ce terrain et il achetait une partie du terrain sur cette colline-ci et il allait voir le terrain derrière cette colline, il allait voir que le terrain a de l'eau s'il venait en saison pluvieuse. Et il allait penser qu'il a un cours d'eau dans le champ. Mais en saison sèche, le cours d'eau allait tarir et il allait être dans de sérieux problèmes. Donc c'est important d'aller vérifier cela. Alors, comment on fait pour savoir si un cours d'eau tarit ou pas en saison sèche? Un des éléments que vous pouvez utiliser, c'est le débit, c'est-à-dire la quantité d'eau qui s'écoule sur ce cours d'eau-là. Plus le débit va être important et plus le cours d'eau sera abondant et riche. Et donc, de fait, même en saison sèche, le cours d'eau ne s'asséchera pas. D'ailleurs, quand j'avais acheté ce terrain, on était en saison pluvieuse. Mais j'avais appliqué la théorie du débit. J'avais pris une formule très simple qui m'avait permis de calculer le débit du cours d'eau qui passait là-dedans. En prenant simplement un seau de 10 litres, j'avais calculé en plaçant bien le seau d'eau, en combien de secondes le seau de 10 litres était rempli. Je ne me rappelle plus de tous les calculs, mais en tout cas, le débit était suffisamment conséquent. Donc je savais que même si j'étais en train d'acheter en saison pluvieuse, le débit de ce cours d'eau a été suffisamment important. Et la saison sèche ne m'a pas donné tort. En saison sèche, il s'est avéré que le débit du cours d'eau était bon. Donc, quand vous voulez acheter un terrain, assurez-vous qu'il y a un cours d'eau dedans. Deuxième élément, assurez-vous que votre terrain est accessible. C'est super important. Cet élément-là, c'est peut-être l'un des éléments les plus importants. Parce que quand vous voulez construire, beaucoup de gens ont des terrains agricoles, mais la principale contrainte, c'est l'accessibilité par rapport à votre terrain. Est-ce que votre terrain est accessible ou pas? S'il n'est pas accessible, vous allez devoir dépenser beaucoup d'argent pour créer des routes. Et croyez-moi, créer un seul kilomètre de route, c'est énormément d'argent. Or, ici, ce terrain-ci, il est vraiment assez accessible. Pour tout vous dire, on peut arriver ici en moins d'1 heure en partant de la maison. Donc, on n'est vraiment pas loin. C'est pour ça que je peux être ici tous les jours et être encore au champ jusqu'à pareille heure et savoir que je vais rentrer dormir à la maison parce que je ne suis pas loin de la maison. Donc, avoir un terrain qui est accessible en voiture. Maintenant, vous devez vous poser la question du type d'accessibilité parce que j'ai quand même dû faire entrer un engin parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire entrer des camions.
Donc vous devez vous poser la question du type de véhicule qui peuvent entrer au travers du chemin que vous avez. Est-ce que vous pouvez faire entrer des camions? Est-ce que vous pouvez faire entrer des voitures personnelles basses? Vous devez vous mettre dans plusieurs configurations. Est-ce que vous pouvez faire entrer un tricycle, une moto? Parce que finalement, dans votre exploitation, vous aurez besoin de plusieurs types de véhicules. Vous aurez besoin des camions, par exemple, quand vous voulez construire. Ici, on fait constamment entrer des camions de sable. J'ai des camions qui se sont embourbés ici à l'époque parce qu'ils ne pouvaient pas passer. Donc, c'est important de savoir que votre chemin permet à des camions de passer, permet à des DINA. Les DINA, c'est les marques de voitures avec lesquelles on transporte les produits agricoles. Récolte de pastèque, vous la chargez dans une DINA. Récolte de bananier plantain, vous la chargez dans une DINA. Est-ce que les DINA peuvent passer? Parce que les DINA n'ont pas la même force motrice que vous pouvez avoir dans des camions. Est-ce que des engins peuvent passer pour venir faire des travaux dans votre ferme? Parce que si les engins ne peuvent pas passer, vous devez d'abord commencer par faire passer peut-être un scieur qui va abattre, qui va défaucher. Parce que moins votre chemin sera accessible en réalité, plus vous allez dépenser en travaux pour le rendre accessible. Donc je vous conseille d'acheter un terrain qui est accessible par une route secondaire. Troisième critère, il faut que votre terrain soit à proximité des lieux de vente. Et c'est ici qu'on a un très gros avantage sur ce terrain. Parce qu'en général, les gens vont prendre des terrains très éloignés. Mais il faut bien partir du principe que plus votre terrain va être éloigné, et plus vous allez avoir du mal à acheminer vos produits de votre ferme vers les points de vente. Et croyez-moi, les grossistes ne sont pas bêtes. S'ils savent qu'accéder à votre ferme est super compliqué, ils vont jouer dessus au moment de la négociation des tarifs sur les prix que vous allez pouvoir proposer dans votre ferme. Donc je vous conseille là aussi, quand vous pouvez, parce que ce n'est pas toujours possible, bien évidemment, d'avoir une ferme qui n'est pas loin des points de vente. Ici, par exemple, comme j'ai dit, en moins d'une heure, on est en plein centre de la ville de Douala. Et en plus, on a une grande route qui est en train d'être réparée. Quand cette route va être terminée, en 30 minutes, on est en plein cœur de la ville. Ça, c'est énorme, de partir de la ferme à la ville en 30 minutes. Vous pouvez facilement accéder à chaque endroit, que ce soit la ville ou alors la ferme. S'il y a une urgence, même à 22 heures, vous démarrez, vous êtes à la ferme, 30-45 minutes plus tard. Or, c'est impossible de faire ça quand on a des fermes qui sont vraiment très reculées. Donc, les 3 points que je viens de vous citer sont super importants. Maintenant, la qualité du sol qu'il y a sur votre terre est super importante. Et il y a une arnaque ici qu'il faut éviter. Vous savez que beaucoup de gens, quand ils font de l'agriculture, brûlent le sol. Ils font du brûlis. Ils brûlent avant de semer. Or, le brûlis, c'est une technique qui peut détruire complètement une terre pendant 10, 20, 30, parfois même 40 ans. Ça, c'est un avertissement pour les gens qui font de la location de leur terrain. Si vous louez votre terrain à quelqu'un qui vient faire du brûlis dessus, sachez qu'en brûlant votre terrain, il est en train d'anéantir les capacités de fertilisation de votre sol. Donc vous allez avoir un terrain, mais qui n'est pas du tout riche. Donc du coup, vous n'allez pas pouvoir récolter énormément sur ce terrain-là au fur et à mesure que les années vont aller. Donc quand vous venez sur un terrain, il faut vous assurer que ce terrain-là représente certaines caractéristiques. Au début, on peut penser qu'un terrain comme le mien qui a des collines est un inconvénient. En fait, non, pas du tout. Surtout quand on a le type de projet que j'ai derrière. Mais c'est vrai qu'avoir un terrain qui est plat n'est pas plus mal, parce que ça a des avantages aussi d'avoir un terrain plat. Donc il faudra regarder quelle est je ne sais pas si je dis la géographie de votre sol. Est-ce qu'il est plus ou moins pentu? Il faudra avoir d'après moi une combinaison des deux. Des espaces en hauteur, parce que quand vous avez des espaces en hauteur, vous pouvez construire en hauteur. Et ça c'est génial. Et quand vous avez des espaces en bas, eh bien, vous pouvez cultiver en bas. Vous allez vous rendre compte que justement, nos bâtiments d'élevage par exemple sont en hauteur. Et tout ce qui va être culture, on essaie de le faire en bas, ainsi de suite, construction et autres. Donc c'est vraiment un melting point des deux qui peut être intéressant. Ensuite, comme je parlais de la richesse du sol, vous pouvez vérifier en faisant une analyse de votre sol pour être beaucoup plus scientifique. Vous pouvez faire une analyse de votre sol pour savoir ce que votre sol contient comme particularité et propriété. Ça vous permet de savoir quel type de culture vous pouvez mettre sur ce sol-là. En général, un indice peut être de voir naturellement le type de choses qui poussent dans les champs de vos voisins quand vous avez des voisins. Ça peut vous permettre déjà de voir ce qu'il y a sur le sol. Mais ce sont des analyses qui sont importantes à faire et que beaucoup de gens négligent, mais qui peuvent vous permettre de voir un peu plus clair sur ce qu'il y a réellement dans votre sol. Quand vous avez donc fini de parcourir ces différents éléments-là dont je vous ai parlé, alors vous tombez donc maintenant sur l'élément fondamental qui bloque beaucoup de gens, c'est le prix. Je vais parler du prix ici parce que je vois que beaucoup de gens, comme d'habitude, ignorantes,
font beaucoup de commentaires sur les prix des terrains. Et je pense que c'est utile de ramener un peu d'éléments de vérité. Moi, je travaille constamment avec des gens qui vendent des terrains parce que je suis constamment en train de rajouter des terrains pour moi-même, d'acheter des terrains pour des potes, d'acheter des terrains pour de la famille, d'acheter des terrains pour des clients. Donc, je suis constamment entouré de personnes qui vendent des terrains. Et j'entends des gens dire énormément de bêtises au sujet des terrains. Déjà, pour une exploitation agricole, je pense qu'une bonne taille pour commencer à penser rentabilité se situe autour de 3-4 hectares. En dessous, vous vous amusez. À partir de 4 hectares, ça commence à être intéressant. À partir de 4 hectares, ok, vous êtes sur une superficie, vous pouvez commencer à faire des choses intéressantes. Ici, la famille qui me vend le terrain possède une vingtaine d'hectares que je suis en train d'acquérir progressivement. Aujourd'hui, on est déjà pratiquement à 15 hectares d'acquis et on continue de travailler pour pouvoir augmenter cette superficie-là, pour aller jusqu'à la totalité du site. Bien évidemment, on est tributaire du fait que quelqu'un décide de vendre ou pas. On ne peut pas imposer aux gens de vendre. Et quand je dis qu'elle a une vingtaine d'hectares, c'est sur cette parcelle-ci, hein, entre 77 et 20, mais elle a d'autres terrains ailleurs. Donc, du coup, pour revenir donc sur le sujet des finances, quel est le prix d'un terrain? Quel est le prix d'un terrain? En réalité, cette question-là, elle est malvenue. Parce que le prix d'un terrain agricole dépend de ce que je viens de vous dire. Plus votre terrain va être proche de la ville, et plus il va coûter cher. Et plus votre terrain va être loin de la ville, et moins il va coûter cher. Vous pouvez avoir un terrain agricole à 1500 € l'hectare, 1 million de francs, 10 000 mètres carrés. Vous pouvez aussi avoir un hectare de terrain à 15 000 €. Vous pouvez avoir un hectare de terrain à 150 000 €. Le tout va dépendre de la pertinence de votre terrain. Un autre élément très important, évitez les terrains qui donnent directement sur la route pour faire des cultures dessus. Parce que plus votre terrain est accessible aussi facilement accessible, et plus il est facile pour les gens de venir vous voler. Pour venir voler sur mon site ici, c'est quasiment impossible. Quand on sort de la route principale, on a plus de 5 km à prendre. Déjà, il faut bien connaître les routes pour arriver jusqu'à mon site. Et imaginez donc quelqu'un qui vient ici voler. Qu'est-ce qu'il peut voler ici pour 5 km? À moins de venir en voiture. Mais comme mon terrain est isolé, si vous venez ici en voiture, on va vous entendre venir de très loin. Et comme les habitations sont en hauteur, on va vous voir venir parce qu'il n'y a qu'une seule piste qui entre dans le champ. On va vous voir venir. Donc venir voler dans un espace. Par contre, si on était en bordure de route, c'est beaucoup plus compliqué de venir. C'est beaucoup plus compliqué de surveiller le site. Donc avoir un site qui est un peu retiré, c'est quand même bien. Trop retiré, ça peut être compliqué. Donc pour moi, le bon compromis, c'est entre 5 et 10 hectares. Entre 5 et 10 km de la route. Quand vous êtes beaucoup plus loin, vous pouvez, mais sachez que vous allez devoir faire des dépenses énormissimes. Il y a des gens qui ont des milliers d'hectares, mais qu'est-ce que c'est compliqué d'arriver jusqu'au lieu du site? Qu'est-ce que c'est compliqué? Donc ça, c'est vraiment des éléments qu'il faut pouvoir prendre en considération, comme je disais. Et donc, comme je disais, pour le prix, ça dépend en fait. Ça dépend. Pour vous donner un exemple, le site sur lequel on est ici, le prix auquel j'ai acheté le terrain la première fois à la copine de ma mère qui m'a vendu est plus de 4 fois plus bas que le prix auquel j'ai acheté les dernières parcelles. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à développer mon projet et chaque fois que quelqu'un arrive ici, il se rend compte que comme il y a beaucoup de choses qui ont valorisé le terrain, et le prix du mètre carré augmente. Et d'ailleurs, même mes voisins ont augmenté le prix de leur mètre carré. Parce qu'en construisant, en amenant du développement, en amenant de l'eau, de l'irrigation, tout ce que vous voulez, on est en train d'augmenter la valeur marchande des terrains ici. Et donc forcément, tout ceci joue sur le prix. Pour dire que pour ce qui est des prix, vous pouvez trouver tous les prix possibles. Ça dépend juste de ce que vous voulez faire. Si votre objectif, c'est de faire comme moi, un commerce de proximité pour vendre aux gens dans la ville directement, vous avez intérêt à être proche des gens à qui vous allez vendre. Si votre projet, c'est de produire en masse pour revendre aux grossistes, alors vous pouvez être loin parce que les grossistes vont arriver jusqu'à votre ferme avec leur propre véhicule à eux. Ce sont deux arbitrages. C'est un arbitrage à avoir, proche ou loin, en fonction de la stratégie que l'on veut mettre en œuvre. Et enfin, le dernier élément que je voulais voir avec vous, c'est comment démarrer votre projet. Aujourd'hui, beaucoup de gens arrivent ici, ils voient plein de choses, mais il est évident qu'on n'a pas démarré comme ça. On n'a pas du tout démarré comme ça. Et je ne dirai jamais assez merci à la première personne qui est venue habiter ici. C'est un jeune homme qui était venu habiter ici tout seul, en forêt. Tout seul. Il a vécu ici tout seul pendant pratiquement 1 an. Pour venir habiter ici, j'ai dû construire une cabane dans laquelle il allait habiter. J'ai dû construire une ferme pour qu'il puisse travailler là-dedans. Donc le premier projet pilote qu'on avait ici, c'était de l'élevage de poulets. C'était un bâtiment d'élevage de poulets qui pouvait prendre 3000 poules avec une cabane de champs. Et le gars, il faisait de l'agriculture autour.
il recrutait des personnes de manière saisonnière pour pouvoir l'accompagner pour faire certaines récoltes. Maïs, bananier, plantain ou même pistache. On recrutait des gens, ou même du piment. Il recrutait des gens pour pouvoir travailler avec lui de manière temporaire. Et puis maintenant, quand on a été prêt pour aller à un stade beaucoup plus grand, là maintenant, parce qu'on a validé un certain nombre de choses, on est venu pour faire des constructions beaucoup plus grandes, beaucoup plus imposantes. Le bâtiment de poulets, de 3000 poulets, on l'a transformé en bâtiment de port. Et on est en train de construire, comme vous le savez déjà, 2 gros bâtiments qui permettent de faire 10 000 poulets. Donc on a vraiment un grand agrandissement là à ce niveau-là. Et ainsi de suite. On est venu avec de la pisciculture sur le site et on ne fait qu'augmenter. Et là, bien évidemment, l'équipe ne fait que grandir. Je pense que d'ici quelques mois, on sera peut-être 15 à 20 personnes fixes à temps plein qui vont bosser ici. Et tout ceci, bien évidemment, entraîne de plus en plus de demandes et de plus en plus de coûts. Donc, ceci pour dire que commencez petit. Peu importe le stade de votre terrain, commencez petit. N'allez pas essayer de faire des choses compliquées dès le début. Commencez petit. Dans une autre vidéo, je vous parlerai peut-être davantage de comment faire pour réussir des cultures ou ce genre de choses. Mais commencez petit fondamentalement. Et allez en grandissant. Faites un petit projet et allez en grandissant. Ça ne sert à rien d'avoir des superficies de terrain très grandes si vous ne les exploitez pas. Exploitez-les parce que c'est ça qui donne de la richesse en réalité. Exploitez le terrain, amenez bien évidemment. Alors attention, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas acheter, hein, il faut acheter les terrains. Ça, il faut acheter les terrains, aussi grands soient-ils pour les acheter. Mais commencez petit. Ne tombez pas dans le piège de vouloir démarrer quelque chose de très grand tout de suite. Non, 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 non. Allez-y petit à petit et faites grandir votre projet. Mais si vous voulez avoir un projet vraiment rentable, d'après les équations que j'ai pu faire aujourd'hui, essayez de faire un projet dans lequel vous allez contrôler la chaîne de valeur. Nous ici, on va contrôler les 3 grands pôles qui vont faire que notre projet soit autosuffisant. On va contrôler le pôle de la production, on va produire nous-mêmes de la nourriture, on va produire de la viande, du poisson, on produit. On va commercialiser nous-mêmes dans nos boutiques. Vous savez qu'on a notre première boutique qui a été vandalisée d'ailleurs. Donc on va commercialiser nous-mêmes dans notre boutique. Et ça, c'est un point super important de maîtriser l'écoulement. Et en amont, on va contrôler la nutrition, la provenderie. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais on est en train de travailler justement à créer nous-mêmes notre propre provenderie. Et l'idée, c'est là en fait, c'est que la nourriture étant le premier poste le plus élevé en élevage, quand vous contrôlez votre production alimentaire, vous savez ce que vous donnez à vos bêtes et surtout vous diminuez drastiquement le coût de production d'un animal. Donc, plutôt que d'avoir un poulet qui est produit à 1900 francs, vous pouvez vous retrouver en coût de production d'un poulet à 1000 francs, à 1100, 1200 francs. Vous voyez le gap que vous avez avec quelqu'un qui produit à 1800, 1900 francs le poulet. Si vous produisez le poulet à 1000 francs, vous voyez quel gap vous avez au niveau des marges que vous pouvez réaliser. Donc, maîtriser le secteur de la provenderie, c'est un secteur fondamental, crucial pour réussir son projet. Donc, ayez ça à l'esprit comme étant une des possibilités. Maintenant, si vous ne pouvez pas maîtriser les 3 une fois de plus, commencez par une chose et ensuite, allez progressivement vers une deuxième, puis vers une troisième. Mais ayez à l'esprit que ce n'est qu'en maîtrisant le cycle des 3 dont je viens de vous parler que vous serez réellement autonome et indépendant sur votre projet. Ça, c'est ce que je voulais vous partager principalement dans cette vidéo. C'est le b.a.-ba. Commencez par trouver un terrain. Ne négligez pas un terrain parce qu'il fait 1 hectare. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous dis juste que si vous voulez faire un terrain, si vous voulez faire un projet agriculture et élevage, allez vers 3-4 hectares. Si vous avez un seul hectare, vous pourrez y faire de l'élevage. 1 hectare, c'est beaucoup pour faire de l'élevage, mais pas de l'agriculture. Si vous voulez faire de l'agriculture, il vous en faut 3 ou 4 minimum. C'est ce que je voulais dire à ce stade-là. Maintenant, j'imagine que cette vidéo va peut-être soulever beaucoup d'autres questions. Posez-les-moi en commentaire et je n'hésiterai pas à vous dire dans une prochaine vidéo par quoi est-ce qu'on est passé, par quoi est-ce qu'on passe en ce moment, quels sont les challenges pour que vous puissiez vous aussi vous enrichir de cette expérience-là. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Partagez-la massivement à quiconque veut lancer et réussir un projet agricole ambitieux. Parce que dans les prochaines vidéos, je vous donnerai des techniques qui manquent cruellement pour rentabiliser un site comme celui-ci. Parce que la plupart du temps, quand les gens ont un site comme celui-ci, ils ne pensent qu'à produire. Or, vous allez vous rendre compte que, au travers de ce que je vais vous expliquer, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent, peut-être même encore plus importants que par la production alimentaire simplement. Mais pour ça, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer et soyez là pour les prochaines vidéos. Ciao!